Bien, bonjour à toutes et à tous, en présentiel ou en distanciel. Donc je suis très heureux de revenir ici à l'IREMO. L'année dernière, c'est moi qui avais eu la chance pour présenter mon propre ouvrage, à nouveau sur les États-Unis et le terrorisme depuis le 11 septembre. Alors moi, le bouquin avait été publié le 13 septembre. Je crois que le tien c'était le 12, donc bon, on essaye, on se rapproche. Donc c'était un vrai plaisir de se replonger dans ces sujets. C'est vrai que moi, du coup, c'était mon travail de thèse que j'ai publié en livre, et donc là, on a une version plus, je vais pas dire romancée parce que c'est pas le cas. T'as fait de très nombreux entretiens, mais disons il y a une lecture, qui se lit facilement et qui raconte une histoire, ou plutôt les histoires secrètes de la CIA. Et donc voilà, j'allais dire, si ce n'était pas aussi cliché, ça se lit comme un roman, mais en tout cas ça se lit très, très facilement. Il y a beaucoup de choses pour ceux qui ont suivi les aventures des Américains depuis le 11 septembre. On retrouve beaucoup des éléments dont on connaissait les grandes lignes, mais avec des détails supplémentaires, beaucoup de détails supplémentaires, puisque tu as fait donc je crois une centaine d'entretiens. Oui, plus de 50. J'ai plus le chiffre précis, mais des dizaines et des dizaines. Oui. Des dizaines et des dizaines. Un peu moins de 100, mais quand même. Dont plusieurs sont cités, dont des anciens responsables, soit des actions très spécifiques, qui ont été impliqués de très très près dans les opérations soit qui étaient responsables du suivi d'Al-Qaïda avant le 11 septembre, et après évidemment ceux qui ont mené les opérations en Afghanistan puis en Irak. Donc et ensuite évidemment ça se déroule tout au long de. Donc voilà, on retrouve le détail de 20 années d'opérations ou d'actions secrètes de la CIA avec une foule de détails. Là encore, par exemple, il y a on revient longuement sur le discours de Colin Powell à l'ONU. On savait que lui-même était conscient de pas dire la vérité ou pas toute la vérité lors de ce discours. Et en tout cas, là, on a le détail de comment ce discours a été écrit, des virements et revirements, et surtout de la pression extrêmement forte de l'administration Bush pour arriver à bricoler, j'allais dire à trouver des preuves, mais là, dans ce cas, en l'occurrence, c'est plutôt bricoler des preuves, en mettant la pression sur tout un tas d'agents de la CIA, de valeurs qui ont essayé, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, de dire la vérité au pouvoir, alors que le pouvoir souhaitait absolument entendre une seule réponse. Donc c'est vraiment passionnant. T'as aussi dit dans une intervention précédente dans les médias que c'était pas un livre de chercheurs, mais en tout cas c'est un livre qui peut intéresser les chercheurs sans aucun doute, pour retrouver tous les détails. Par exemple, ceux qui s'intéressent à la prise de décision pourront certainement trouver une foule de faits très intéressants qui pourraient éventuellement alimenter leur modèle de prise de décision, notamment la place de la rationalité, la place de la vérité, si on peut dire, ou en tout cas la validité des preuves. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Peut-être tu veux, avant que je pose quelques questions, peut-être tu veux mettre la table sur ce que tu as voulu faire, sur ce que tu dis dans ce livre. Déjà, bonjour à toutes et tous, et merci d'être là. Merci pour cette introduction. C'est vrai que c'est pas un livre de chercheurs, je dis souvent ça parce que autant je les lis, les chercheurs, autant je les écoute, et je trouve que c'est extrêmement précieux, mais moi mon boulot c'est d'être journaliste. Donc en tant que journaliste, une fois que j'ai ce bagage-là entre guillemets, moi mon but c'est d'essayer d'aller voir les acteurs des sujets que je traite, et en l'occurrence essentiellement le Moyen-Orient. Et vous verrez que ce prisme est quand même très présent dans le livre, même s'il y a un peu d'Ukraine, de Chine, de Russie, il y a quand même sans doute 75% qui est autour du Moyen-Orient. Et donc le but c'est d'aller retrouver les acteurs. Alors il y a les acteurs de premier plan. J'ai rencontré Leon Panetta par exemple, qui a été le directeur de la CIA, mais qui a été ensuite secrétaire à la Défense. David Petraeus, qui a aussi été directeur de la CIA. Porter Goss, lui aussi. Et puis après vous avez les espions de la CIA, ceux dont
dont on ne connaît pas les noms, ceux dont on ne connaît pas les visages, mais ceux qui font réellement le travail finalement sans avoir l'aspect spécifiquement politique que peuvent avoir leurs dirigeants, qui eux sont les seuls nommés politiquement. Donc c'est en effet un livre vraiment de journaliste, d'aller chercher les faits, d'aller chercher les témoignages, d'essayer de les recouper et d'essayer de rendre ça lisible et agréable. Donc je prends complètement comme un compliment quand tu dis que ça se lit comme un roman, parce que il y a rien qui me fait plus plaisir. L'idée, c'est de raconter quelque chose qui s'est réellement passé et on connaît tous, par exemple, la torture. On sait que la CIA a torturé après l'Irak. On sait qu'il y a eu des mensonges sur les armes de destruction massive. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a dit ça? Quels sont les détails? Et d'aller retrouver ceux qui étaient derrière ça pour les faire parler avec ceux qui ont des regrets, ceux qui n'endorment pas la nuit, et ceux qui assument complètement et qui vous disent droit dans les yeux aujourd'hui, 20 ans après, mais l'Irak, c'est un grand pays. C'est facile à cacher des armes de destruction massive. Alors que, et on me l'a dit, c'est Paul Wolfowitz, pour ne rien cacher, qui me dit ça, qui était un des bras droits de Rumsfeld, c'est-à-dire le secrétaire à la défense à l'époque. Et ça faisait partie du noyau de faucons, qui ont géré tout ça et qui ont emmené les États-Unis dans cette guerre-là. Donc c'est intéressant d'aller les voir, d'essayer de recouper avec des documents, avec les faits que l'on peut connaître. Et puis il y a aussi des histoires évidemment qu'on ne connaît pas. Et simplement pour vous dresser un portrait global rapidement, la CIA, c'est divisé grosso modo en deux branches. Vous avez la direction des opérations, c'est-à-dire les espions de terrain, ceux qui vont aller au contact des sources, essayer soit ouvertement, soit de manière dissimulée, en se faisant passer pour un chercheur, un journaliste, pour un professeur, un diplomate, par plein de choses différentes. Et donc ça, ce sont ceux qui vont récolter les informations, les envoyer à Langley, donc le siège de la CIA. Et puis vous avez l'autre direction, qui est la direction de l'analyse, et là c'est du renseignement, et ce sont que des analystes, et eux ils récupèrent ces informations pour pouvoir ensuite les assembler, et c'est un vrai puzzle. On a l'impression que c'est simple, mais Hollywood, ça ne marche pas. Il y a rarement une information qui vient nous donner toutes les infos sur tel attentat qui va arriver. Vous avez souvent des milliers, parfois des dizaines de milliers de bribes d'informations qu'il faut arriver à mettre ensemble. C'est pour ça que c'est pas si évident, et on reviendra sur le raté du 11 septembre, mais tout n'est pas si simple de dire c'était évitable ou pas évitable. Et bref, les analystes et les officiers de terrain, on dit souvent agent, en fait c'est officier, mais peu importe. En France, on dit agent. Ils se détestaient avant le 11 septembre, pendant longtemps, à tel point qu'ils mangeaient dans des cafétérias différentes au siège même de la CIA. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une réforme sous Obama, le directeur s'appelait John Brennan, qui a fait que maintenant, il travaille avec des centres de mission qui sont thématiques. Par exemple, vous avez un centre de mission sur le Moyen-Orient, et là, vous avez et les analystes et les espions de terrain qui vont travailler ensemble, main dans la main, géographiquement au même endroit, pour pouvoir bien mettre tous les talents en même temps et mieux comprendre. Donc ça, c'est important, et on verra que ça suit un petit peu aussi et ça, c'est quand même un fil rouge, c'est-à-dire qu'en filigrane de ce livre, vous avez la politique étrangère américaine depuis 2001. Parce que la CIA, finalement, tout ce qu'elle fait, c'est pas un espion dans son coin qui se dit tiens, je vais inventer des armes de destruction massive. Non, c'est concrètement des ordres qui arrivent de la Maison Blanche et on s'adapte. Et pour vous donner un exemple très précis, alors qui concerne pas le Moyen-Orient, mais sous Donald Trump, l'obsession, c'était la Corée du Nord. C'était la grande obsession. Il y avait l'Iran aussi, mais c'était essentiellement la Corée du Nord. Et donc là, vous avez, je le raconte dans le détail, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui a fait de la diplomatie clandestine en se rendant lui-même dans le secret à Pyongyang pour faire cet effort de diplomatie. Et vous aviez un centre de mission dont je viens de vous parler, dédié uniquement à ce pays, à la Corée du Nord. Quand Joe Biden est arrivé, la Corée du Nord a été un peu mise de côté. L'objectif était de se concentrer sur la Chine. Donc la Corée du Nord, on l'a mis dans un centre de mission plus global sur l'Asie, Asie du Sud-Est, et on a créé un centre de mission uniquement sur la Chine. Ça, c'est pour vous montrer simplement que tout ça suit la politique évidemment américaine, et donc essentiellement ce qui vient de la Maison Blanche et directement du bureau ovale. Et pour donner un exemple, à la fin du livre, quand tu parles de l'Ukraine, je crois que tu dis qu'il y a sur 12 000 agents de la CIA, il y en a, ou sur des milliers en tout cas. Sur plus de 20 000, ouais, plus de 20 000, il y en a 12 sur l'Afrique, l'Afrique australe. Donc effectivement, on voit à quel point les priorités politiques ont un impact forcément sur les
les pays qui vont être traités par l'agence et in fine le renseignement qui va être remonté, puisque forcément, y compris sur d'autres régions comme le Moyen-Orient, parce que quand en 2003 la Maison Blanche veut absolument montrer qu'il y a des armes de destruction massive, que l'Irak de Saddam Hussein veut une bombe nucléaire, des armes chimiques de tous les côtés, ils cherchent des informations. Et le bureau du vice-président, qui avec Rumsfeld étaient quand même les deux énervés de l'histoire, c'était très soft et poli, voilà, en un seul mot, eux ont eu à un moment donné une information comme quoi il y aurait des tubes d'uranium au Niger, donc là, on n'est pas au Moyen-Orient, on est en Afrique, mais que ce serait à destination de l'Irak. Et là, la CIA, elle est bien embêtée, c'est qu'elle a personne au Niger. Parce que dans les années 90, ils ont fait fermer plusieurs stations de la CIA. Vous avez une station de la CIA, c'est-à-dire un bureau dans chaque grande capitale en général, avec beaucoup d'agents à Londres ou Paris ou Kaboul à la grande époque entre guillemets, ou trois fois rien si c'est une petite station. Mais là en Afrique, ils n'avaient plus personne. Donc ils essayent, mais bon. L'intelligence, le renseignement, il faut des années, parfois des dizaines d'années pour avoir des informations, pour avoir des relations de confiance, pour pouvoir établir des moyens de surveillance. Ça se fait pas du jour au lendemain, on peut pas du jour au lendemain y arriver. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'Afghanistan et l'Irak. Et pour le coup, ils ont appelé un ancien ambassadeur qui avait été le dernier à rencontrer Saddam Hussein après la guerre du Golfe d'ailleurs. J'ai oublié son nom. Sa femme c'est Valérie Plame Wilson, donc lui c'était Wilson, son nom, voilà, Joe Wilson, qui est décédé depuis, et ils l'ont envoyé en mission là-bas pour essayer d'avoir des informations, et ensuite il a fait un débrief à la CIA. Pour dire que parfois quand on déshabille Pierre pour habiller Paul, on se retrouve quand même avec tout le monde un peu à poil. Effectivement, pardon pour l'expression. Et on voit dans tous ces chapitres-là, on voit la pression politique. Alors, on a affaire à des professionnels, mais qui malgré tout doivent rendre des comptes. Et c'est difficile de plaire au prince quand on lui murmure à l'oreille. Peut-être pour parler de roman et peut-être pour évacuer un petit peu ou traiter l'aspect spectaculaire, est-ce que tu aurais en deux mots qu'est-ce que ce travail de documentation, d'écriture t'a permis de comprendre entre les mythes et les réalités, entre 24 heures chrono et le bureau des légendes et la réalité du travail d'espion, parce qu'on a quand même, il y a un mélange des deux. Quand il y a l'arrestation de Saddam Hussein, ça fait très romanesque, mais aussi des heures et des nuits passées derrière des bureaux, des ordinateurs à écrire. Alors finalement, qu'est-ce que, par rapport à l'image d'Épinal qu'on en a, qu'est-ce qu'on retrouve en réalité dans ce travail de la CIA? Il y a deux citations que j'aime bien et qui résument tout. Il y en a un qui dit, c'est un ancien de la CIA, et qui dit on n'est pas James Bond, on n'est pas Jason Bourne, moi j'attends toujours mon Aston Martin. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le côté flamboyant qu'on peut avoir à Hollywood ou sur Netflix ou dans n'importe quel film, ça marche quasiment jamais comme ça. Quasiment, parce qu'il peut y avoir des exceptions. Et moi qui voulais montrer que c'était pas James Bond, bon, il y a quand même 2-3 épisodes où on se dit c'est quand même assez dingue. C'est pas le quotidien des mortels. Et l'autre citation, c'est pas en smoking, mais non, pas vraiment, non. C'est un ancien de la DGSE pour le coup, mais qui a beaucoup travaillé avec la CIA. Il me disait, notre travail, c'est un travail de moine bénédictin. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, y compris quand vous êtes sur le terrain, vous cherchez des micros-informations. Je sais pas si vous avez vu la série Le Bureau des légendes, qui est donc pour le coup sur la DGSE, mais c'est tout à fait ça. Le personnage principal, il se fait passer pour un professeur à Damas, il a un profil bas, il fait pas parler de lui, et tout doucement, il se rapproche d'une personne qui potentiellement est proche de telle autre personne. Mais ça, ce sont des années de travail pour se rapprocher tout doucement. Évidemment qu'en plus, vous avez les écoutes, vous avez tout ça. Je raconte dans mon dernier livre sur la Syrie, enfin le précédent livre, qui était une enquête sur les 10 premières années du conflit en Syrie, qu'à un moment donné, il y avait la CIA, comme la DGSE, suivent des gens comme ça, qu'ils ont rencontrés en tant que professeurs ou en tant que prof de natation à la piscine municipale de Damas, je dis n'importe quoi. Mais bon, ils les connaissent. Et à force de les connaître, un jour, ils lui ont envoyé un mail où il a cliqué sur un lien où fallait pas, et paf, on a accès à tout son ordinateur. Mais on ne lui dit pas. On est resté en contact épisodique, comme avec deux amis qu'on voit de temps en temps sur Facebook ou autre, mais sans être sans cesse à essayer d'aller ouvrir ses tiroirs du tout. Et puis le jour où il y a les armes chimiques qui explosent, en 2013,
Et bien là, ils se disent, bon, on a besoin. Donc là, ils fouillent tout dans son ordinateur, et puis ils reprennent contact avec lui, l'air de rien, en disant, tiens, je suis dans le coin, on peut se voir. Et puis quand il arrive, il dit, écoute, maintenant t'as le choix, soit tu pars avec nous et tu nous dis tout, soit tu restes ici, mais tu vas être grillé par le régime syrien. Et donc il est évacué, voilà. Et donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais il y a un côté spectaculaire à la dernière minute, mais c'est vraiment un travail de moine bénédictin avant, et plus encore que ce que je pensais. Ça fait quand même quelques années que j'en côtoie, que ce soit CIA ou DGSE, mais à ce point-là, je pensais pas, ouais. Alors justement, ça me fait penser à ces fameuses, à cet enjeu et les polémiques qui ont suivi de l'utilisation de la torture, notamment de la simulation de noyade, le waterboarding. Et t'expliques bien que tu cites un exemple en particulier où plusieurs cas de sources ont intoxiqué les agents, donc les officiers plutôt, de la CIA sous la torture, ou plutôt sous la torture d'autres régimes, mais qui du coup régimes qui ont donné des informations pas fiables, puisque donc les personnes interrogées ou torturées donnaient n'importe quelle information du moment que ça permettait de faire arrêter la souffrance. Et tu montres bien en contrepartie comment des interrogatoires où on met en confiance la personne, où on essaye par des moyens psychologiques plus fins, ce type d'interrogatoire-là a donné bien plus de succès, notamment lors de l'opposition, quand Abu Zubaydah a été arrêté, où finalement la CIA qui l'avait côtoyé, qui lui a même sauvé la vie puisqu'il était blessé, il se vidait de son sang. Finalement, ce lien de confiance entre guillemets a porté plus de fruits que quand les agents du FBI sont arrivés ensuite et directement lui sont rentrés dedans. Ça a suscité de gros débats. Ça en suscite toujours avec ceux qui ont pratiqué la torture, ou plus précisément ont ordonné la torture sans s'être mouillé les mains eux-mêmes, et qui n'ont qu'une peur, c'est qu'évidemment un juge un jour dise écoutez, ça va pas cette histoire-là, il faut qu'on regarde dans le détail. Tout a été fait pour que ça n'arrive pas, on apprécie ou pas, mais en tout cas c'est le cas. Donc il y a toujours un débat sur l'efficacité, mais très clairement, tu parlais tout à l'heure du discours de Colin Powell. On se rappelle tous en 2003, au moment où les États-Unis veulent entrer en guerre en Irak, veulent envahir l'Irak, de ce discours de Colin Powell, donc le secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie à l'ONU, avec sa fiole, en disant on a toutes les preuves pour vous montrer, etc. C'est le chapitre le plus long, je pense, parce que je raconte comment tout ce discours s'est construit, parce qu'il s'est construit à la CIA. Habituellement, le chef de la diplomatie, avec ses conseillers, il écrit son discours. Il y a quelques directives politiques, des grands axes donnés par la présidence, mais il fait son discours. Là, son équipe a dormi pendant 6 jours et 6 nuits au siège de la CIA, sur des banquettes dans la salle de conférence du directeur de la CIA, George Tenet, pour pouvoir éplucher chaque détail. Et parce que le dossier de base avait été donné par le bureau du vice-président, on le retrouve encore une fois, Dick Cheney, donné à Colin Powell, qui lit ça sur le chemin du retour de son bureau, et qui rentre, qui jette ça sur le bureau de son collaborateur, qui dit « c'est de la merde en barre ». Donc, on va à la CIA et on va vérifier chaque point, parce que je suis obligé d'aller devant l'ONU, parce que je suis celui qui a la plus grande popularité dans l'administration, celui qui a la plus grande crédibilité. J'ai été conseiller à la sécurité nationale, j'ai été chef de l'état-major, donc grand chef de l'armée américaine pendant la première guerre du Golfe, etc. Donc il veut aller tout vérifier parce qu'il veut pas passer pour un idiot, et encore moins devant l'ensemble des dirigeants du monde entier. Et donc ils font ce travail-là. Et à un moment donné, avec son directeur de cabinet qui coordonne tout ce travail, Lawrence Wilkerson, que j'ai vu à plusieurs reprises, plusieurs heures, qui fait partie de ceux qui ne dorment plus la nuit, il se voit à l'écart, il dit bon, écoute, toute cette histoire-là de lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, j'y crois pas. Encore une fois, il dit c'est de la merde en barre, je n'y crois pas, quoi. Et son directeur de cabinet lui dit on enlève tout. Et Powell est soulagé, il dit je pensais que tu allais me dire que toi aussi tu voulais le garder, donc très bien, on enlève tout. Donc il va voir la directrice, celle qui s'occupe de rédiger, il lui dit tu enlèves tout ce chapitre, etc. Parce que ça faisait partie des obsessions de la Maison Blanche, et de dire que il y a des armes de destruction massive et qu'en plus Saddam Hussein et Al-Qaïda c'est la même chose, donc c'est limite si c'est pas lui qui a fait le 11 septembre, alors qu'il n'avait aucun lien. Il y avait plein d'autres défauts, on peut en parler pendant des heures, mais il n'avait pas celui-là. Et quand ils reviennent dans la salle de conférence, il y a George Tenet, le directeur de la CIA, il y a tous les agents spécialisés de ces questions-là, pour les petites mains pour répondre à toutes les questions. Et puis,
ils avaient été surpris pendant cette discussion. Donc, les patrons de la CIA, notamment le numéro 2, John McLaughlin, avaient vu que ça avait été enlevé. Et il en parle à George Tenet. Et puis tout d'un coup, alors qu'ils sont en train de tout revoir, que c'est un moment clé, que tout le monde doit rester là, sérieux, pendant 1, 2, 3 heures, Tenet sort de la salle. Alors ça énerve un peu Powell et ses compagnons. Il dit mais quand même qu'est-ce qu'il fout, c'est pas le moment de partir, enfin c'est pas possible. Et il finit par revenir et dit arrêtez tout, on a une source qui nous affirme que Al-Qaïda est en contact très étroit avec Saddam Hussein. Et là Colin Powell dit c'est pas possible, le yo-yo, vous imaginez. Il dit mais c'est quoi la source? La source, elle est impeccable. Je cite George Tenet. Et là, il se retourne vers son collaborateur, il dit bon tu remets tout dedans quoi. Alors, tu remets tout le chapitre qu'on avait supprimé là-dedans, alors que tout ça n'était qu'un tissu de mensonges. Et il se trouve que c'est là que j'en viens à la torture. Je fais un petit détour, pardon, mais c'est pour vous donner une image un peu claire. C'est qu'en fait, ce témoignage impeccable cité par Tenet, c'était un homme arrêté par les Américains, mais donné aux Égyptiens, qui à ce moment-là faisaient le sale boulot pour eux, donc torturés pour eux. Les Américains envoyaient juste une liste de questions et récupéraient les réponses. Et il avait tellement été torturé qu'il a fini par dire tout ce que les gens voulaient entendre. C'est comme si vous me demandiez à moi si j'étais d'origine belge et que je vous dis non, je ne suis pas d'origine belge, et qu'au bout de 6 jours à me faire torturer, je dis oui, je vous assure, j'ai grandi à Bruxelles et j'adore ça, et c'est la plus belle ville au monde. Et donc on s'est basé là-dessus. Et ça, Colin Powell ne l'a pas su tout de suite, c'est que 15 jours après, ce type-là est revenu sur ses aveux en disant non mais j'ai dit ça pour faire cesser les tortures. Et il ne l'a appris que 6 mois après Tenet, en étant évidemment fou furieux. Et ce genre de cas s'est répété à plusieurs reprises, où le FBI parfois a interrogé, tu parlais d'Abu Zubaydah, il était présenté comme le numéro 3 d'Al-Qaïda par la CIA. Le FBI estime que c'était juste un lampion et qu'il ne servait à rien, donc il y a encore un débat là-dessus. Comme quoi, il y a beaucoup de débats quand même là-bas. Et il a été arrêté par la CIA. Je raconte toute la traque dans le livre, dans le détail, qui est assez dingue. Il est envoyé dans des prisons secrètes et à ce moment-là, on laisse le FBI venir. Et le FBI obtient des informations. Eux, ils ont l'habitude de faire des interrogatoires. C'est pas le boulot de la CIA. Et à un moment donné, la CIA dit bon, stop, maintenant c'est nous. Ils ont dégagé les gens du FBI qui sont partis et ils ont commencé à le torturer. Mais quand je dis torturer, il y a les simulacres de noyade, il y a de la violence physique, il y a on vous met un tuyau d'arrosage dans l'anus et il y a un jet bien fort, pardon pour l'image, mais enfin c'est quand même concret. Et il n'a rien dit de plus, si ce n'est 2-3 mensonges. Et comme il n'a rien dit de plus, eh bien ils ont récupéré les anciens rapports de la CIA, ils ont mis ça sur les papiers en tête du FBI en disant voilà ce qu'il nous a dit sous la torture. Et c'est remonté comme ça pour pouvoir montrer que c'était efficace. Non, c'est l'inverse. Ils ont pris les informations du FBI en mettant sur un papier en tête de la CIA, tout en disant grâce à nos tortures, nous la CIA, on a eu des informations, ce qui n'était pas le cas. Et je rajouterais souvent comme ce qui a servi à justifier l'usage de la torture, c'est le ticking bomb scénario. Donc vous attrapez le chef du réseau, la bombe va exploser dans une demi-heure. Là, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter. Et on voit qu'en réalité, ce scénario n'arrive pas, ou alors en tout cas de manière très exceptionnelle. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a comme tu l'as dit pour le 11 septembre, les Américains savaient que quelque chose de gros allait arriver sur le territoire national, mais ils savaient pas où, ni quand exactement, même si bon. C'est vrai que ça a approché. Disons oui, à partir de août, il reste plus beaucoup de mois dans l'année, mais disons qu'il y avait des pressentiments, il y avait des informations. Dans l'absolu, c'était évitable, mais en suivant la bonne aiguille dans la botte de foin. Alors le ticking bomb, pour revenir sur le début de ce que tu disais, c'est important parce que on a tendance à l'oublier, notamment moi j'essaye toujours de me remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre les uns et les autres, parce que c'est toujours facile de juger, encore plus 20 ans après, quand on sait qui a raison, qui a tort, mais c'est pas toujours évident. Au lendemain du 11 septembre, l'Amérique est complètement traumatisée, comme a pu l'être Israël après le 7 octobre par exemple, ne s'attendait absolument pas à avoir un tel déluge de violence chez eux, à être aussi vulnérable alors qu'ils se voyaient surpuissants. Il y a quand même des parallèles assez dingues d'ailleurs entre les deux. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'informations qui disent « Ah oui, mais c'est pas fini ». Il y a d'autres bombes qui peuvent arriver, d'autres attentats qui peuvent nous frapper. Alors sur le sol américain, et on parle notamment d'anthrax, pour ceux qui n'avaient pas 10 ans à l'époque s'en rappellent, on nous parlait beaucoup d'anthrax, il y avait des alertes, des évacuations, etc. Et quand on a été frappé comme ça, alors qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit si violent, la moindre alerte aujourd'hui, on ne peut plus la négliger. Donc ils y vont à fond.
Et pour le coup, du jour au lendemain, le 12 septembre au matin, je vous garantis qu'il y avait des budgets illimités pour la CIA. Il y en a un qui me raconte, il me dit, j'ai été voir mon chef en lui disant, écoute, j'ai une source, elle est un peu loin, est-ce qu'on peut y aller? C'est pas certain qu'on puisse la voir, mais peut-être que ça nous ferait des informations au sein d'Al-Qaïda. Il lui a dit, écoute, je veux même pas savoir qui c'est, tu fais ce que tu veux. J'ai tellement d'argent, je sais pas quoi en faire, on pourra pas tout dépenser, vas-y. Bon, c'était le moment de refaire sa cuisine quand même à l'époque. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pour vous montrer le sentiment d'urgence à l'époque. Tout d'un coup, on s'est dit, ah mince, on a quasiment personne qui parle arabe. Personne qui parle persan ou autre. Donc c'était un peu la course, sauf que il faut un temps dingue pour former ces gens-là. Comme pour envoyer des gens en Afghanistan, il y a pas 150 000 personnes au sein de la CIA qui connaissaient foncièrement le pays, comment ça fonctionne, l'histoire. Parce qu'il s'était senti trahi que les États-Unis soient partis après le retrait des Soviétiques, donc il s'était senti abandonné. Et on peut pas juste arriver en disant ça y est, on est là, maintenant faites-nous confiance, alors que eux, ils sont en train d'en baver sous les coups de boutoir des talibans depuis 10 ans. Donc tout ça est compliqué, et donc c'est pour ça que le ticking bomb, à la fois, je te rejoins, et en même temps, c'était une vraie pression, et notamment pour tous les agents de la CIA qui étaient quand même pointés du doigt sur les failles, et du coup qui ne voulaient plus se louper. Et les failles, du coup, on y vient du pré-11 septembre, elles sont notamment dans le manque de coopération entre la CIA et le FBI. Le FBI travaille aussi à l'étranger dès qu'un Américain est concerné. S'il y a un attentat, il y a eu un attentat par exemple contre l'USS Cole, qui était un navire de guerre américain au large du Yémen, c'est toute une équipe du FBI qui va sur place et qui mène l'enquête, etc. Il y a souvent des coopérations quand même. Et là, la CIA, avant le 11 septembre, pour le coup, George Tenet, le patron de la CIA, a beaucoup de défauts. Et pour l'anecdote, il avait été nommé par Bill Clinton. Et donc, quand George W. Bush arrive, il fait jouer ses contacts, des proches, en disant « j'aimerais bien rester quand même ». D'habitude, les patrons de la CIA changent en même temps que les présidents, parce que c'est très politique. Et il finit par convaincre Bush de le garder en poste. Et du coup, il a voulu tellement tout faire pour plaire à Bush et pour lui prouver sa loyauté, bien qu'il ait été nommé par Clinton, l'ennemi, qu'il a été trop loin, qu'il a été très politique et qu'il a un peu oublié les faits et la raison exacte de sa mission. Mais sur Al-Qaïda, il fait partie des rares qui étaient vraiment conscients du danger avant et qui avaient essayé de mettre les moyens là-dessus. Pour le coup, la Maison-Blanche de Clinton comme de W. Bush n'écoutait rien et n'en avait rien à faire. Et au 11 septembre, il n'y avait pas eu une seule réunion sur Al-Qaïda, malgré les demandes incessantes de leur coordinateur du terrorisme et des patrons de la CIA, depuis le début de l'administration Bush, c'est-à-dire en 10 mois. Pas une seule réunion. Alors que les deux attentats contre le World Trade Center ont des liens, puisque c'est le neveu de Khalid Sheikh Mohammed, donc le cerveau du 11 septembre, qui avait commis l'attaque de 93. Donc c'était effectivement, il y avait pour le coup, il y avait des vrais liens entre les deux attaques. Il y a des vrais liens entre les deux attaques. Il y avait une vraie urgence, et ils le sentaient parce que toutes les petites lampes clignotaient rouge de tous les côtés, mais pour autant, comme je vous disais, c'est une botte de foin, donc c'est pas toujours évident de trouver la bonne personne, ou le bon lieu, etc. Et donc voilà. Donc la CIA avait retrouvé des gens en Asie, qui étaient des membres d'Al-Qaïda. Ils sont rentrés dans leur chambre d'hôtel. Ils ont réussi à voir sur leur passeport. Ils ont pris des photos tout en remettant bien pour pas qu'on voit qu'ils soient rentrés. Et sur ces passeports, ils ont découvert qu'ils avaient des visas en bonne et due forme pour les États-Unis. Donc, ils s'apprêtaient à rentrer aux États-Unis. Et donc là, ils gardent ces informations-là et ils ne les donnent pas au FBI. Donc, ces deux terroristes-là arrivent tranquillement aux États-Unis avec leurs valises, comme vous, quand vous allez à Los Angeles. Enfin, non pas qu'on y aille tous les jours, mais... Et le FBI n'est pas au courant. Sauf que s'il était au courant, soit il les interpelle à la descente de l'avion, c'est réglé, soit il les suit pour voir les ramifications éventuelles qu'il y a sur le sol américain, c'est-à-dire qui peut être en lien avec Al-Qaïda ou autre. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait, donc on a perdu leurs traces, et que ces deux-là ont été parmi les pirates de l'air du 11 septembre. Donc il y a des anciens de la CIA qui me disent on aurait pu éviter, on avait les informations, on s'est jamais bougé, on n'a jamais voulu tuer Ben Laden alors qu'on a donné plusieurs options, etc. On n'a pas donné les informations qu'il fallait au FBI. C'était un complot tellement important, il y avait tellement d'autres personnes impliquées que est-ce qu'on aurait pu complètement l'éviter? Moi, j'en suis pas certain. Je pense que ça aurait pété d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça aurait été moins important? Est-ce qu'ils auraient été perturbés? Oui, donc ça aurait très probablement été moins pire. J'avais une question pour rebondir là-dessus que je viens de manger. Ah oui, voilà, la compartiment.
compartimentation et le cloisonnement entre les services à l'intérieur des services. Évidemment, à chaque attentat qui se produit, ça fait partie des failles qui sont identifiées, comme tu viens de le décrire ici entre la CIA et le FBI. Et pourtant, ça fait partie du métier. Du renseignement. Sinon, voilà. Donc, les agences de renseignement sont bien obligées de marcher sur une ligne de crête entre donc partager des infos et puis les garder. Donc, c'est-à-dire en une phrase, mais au sein d'un service de renseignement, vous savez pas ce que fait votre voisin à côté. Et par exemple, sur toutes les armes de destruction massive, ils étaient 3 à travailler sur ce bureau des armes de destruction massive irakiennes, et les 3 étaient convaincus qu'il y en avait. Parce que Saddam avait déjà utilisé des armes chimiques contre l'Iran dans la guerre Iran-Irak dans les années 80. Ils étaient persuadés. Saddam n'était pas devenu un grand démocrate, donc voilà. Mais il n'y avait plus aucune preuve. Alors que Saddam s'en était débarrassé en grande partie, et que ce qui restait était vraiment obsolète et ne menaçait rien, et certainement pas les États-Unis en tout cas, contrairement à ce qu'a pu affirmer la Maison Blanche. Et donc lui, il savait même pas sur quoi travaillaient exactement ses 2 collègues. Il en était persuadé, et petit à petit, quand il a réalisé après le début de la guerre en Irak que tout ça n'était qu'une fumisterie, il a commencé à déclencher une grande enquête que je raconte aussi dans le détail, et il s'est rendu compte que ses 2 copains lui avaient menti, en fait, lui avaient caché des informations. Et pour dire que tout ça est à la fois le partage de renseignements, il est extrêmement important, et en même temps chacun est jaloux de son précaré et ne veut pas donner les informations à l'autre pour qu'il puisse en retirer un certain bénéfice. Et en même temps, c'est aussi important parce que si vous avez une taupe, et la CIA a déjà eu des taupes comme n'importe quel service de renseignement, et ben si tout le monde a accès à tout, et ben là vous êtes complètement foutu, et les Chinois, les Russes ou les Américains connaissent tout de vous. Alors que si vous avez une taupe au sein de ce bureau-là, ça reste un peu limité, quoi. Oui, évidemment, les services de renseignement ne le font pas. Enfin, on comprend bien tous les obstacles que la compartimentation peut poser, mais s'ils le font, c'est bien parce que les bénéfices sont meilleurs. Ce qui me fait penser à l'histoire de Fouad. Je sais pas si tu veux la raconter, parce que pour le coup, là aussi il y a un aspect romanesque, voire tragique, mais qui décrit quand même une certaine réalité et qui renvoie justement à. Donc c'est une source qui est traitée par la CIA en Irak, qui après de multiples vérifications considère que c'est une source fiable, tandis que et c'est une source qui se rend aux Émirats, en particulier à Dubaï, et donc c'est une source qui est très intéressante pour les officiers de la CIA en Irak, tandis que leurs homologues à Dubaï proches de la famille régnante, c'est ça la question. Considèrent que par contre c'est une source pas fiable, effectivement, parce que ils sont vu qu'ils sont proches de la famille régnante, ils sont potentiellement intoxiqués, ou en tout cas ils sont peut-être très proches de leur source, et donc ils ne croient pas aux informations contradictoires venues de ce fameux. Et les informations, elles étaient pas anodines, c'est qu'ils disaient qu'en fait les Émirats étaient des soutiens des Américains, ils les aidaient, c'était des alliés, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et lui dit à un moment donné, en parlant avec ses agents traitants de la CIA, il dit, mais ces officiers traitants, je me fais avoir moi aussi, mais pourquoi vous les aimez tant, ces Émiratis? Il dit, ce sont nos alliés dans la région, ils nous aident, comme d'autres, comme le Jordanien. Il dit, pas du tout, ils peuvent pas vous voir. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je les ai vus célébrer l'égorgement de prisonniers américains qui étaient diffusés sur Internet, etc. Donc quand même, ils sont un petit peu inquiets, parce qu'on parle d'un haut niveau, notamment dans les services de renseignement des Émirats, et de proches de l'émir, pas forcément l'émir lui-même, mais son entourage très proche. Et lui, en fait, il se trouve qu'il élevait des aigles, et que les potentats de la région venaient dans le coin pour la chasse, vous savez, à l'aigle. Et voilà, Faucon, exactement. Et donc c'est comme ça qu'il était entré en contact avec cette famille. Et donc à Bagdad, ils lui font faire des tests, notamment, détecteurs de mensonges. Ils font venir quelqu'un de Washington. Ça, c'est pour le coup, c'est comme dans les films. Et ensuite, ils lui font faire ce qu'ils appellent un Ops test, c'est-à-dire un test des opérations. Ok, t'as l'air fiable. On a vu ton parcours, tu as l'air fiable. Maintenant, on va te mettre vraiment en situation pour voir si tu nous racontes des cracks ou pas. Et donc, ils lui disent très bien, comme cette famille-là, un membre lui avait dit, nous, on aimerait bien que tu nous rendes un service, que tu ailles amener de l'argent dans la plaine de la Bekaa au Liban, parce qu'on a 3 ateliers qu'on finance qui fabriquent des IED, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. C'est les bombes qu'ils mettaient sur les bords des routes en Irak notamment, et qui ont fait tant de mal aux Américains. Et il n'avait pas vraiment répondu parce qu'il était un peu gêné, il n'a pas spécialement envie, mais en même temps il voulait pas dire non, de pas se retrouver embêté. Bon bref.
Il dit, tu vas y retourner, tu vas dire oui et on va voir ce qui se passe. Il y retourne. Les mecs lui disent super, bah génial, on te tient au courant, voilà un téléphone, on t'appellera là-dessus, sois prudent. Bon. Il rentre chez lui, on finit par avoir un coup de fil, il dit tu reviens tel jour, telle date pour avoir l'argent et on te donnera les indications. Il y retourne, il repart avec l'argent. Déjà les mecs de la CIA disent bon, il n'est pas allé au guichet automatique du coin pour retirer autant d'argent, donc il y a quand même quelque chose qui paraît crédible. Il lui donne une voiture dans laquelle ils mettent caméra, pas caméra, mais micro, balise GPS pour pouvoir le suivre et écouter la conversation. Et il part vers la Beka en emportant 2 autres Émiratis qu'on lui avait imposés. Et ils suivent tout ça et il donne plein d'informations et il revient. Il est débriefé, ils ont toutes les informations sur les routes précises où ils sont passés, ce qu'ils ont dit, etc. Et tout colle. Donc, le type semble vraiment sérieux, donc c'est quand même un gros problème pour les Américains d'avoir ce genre d'amis, donc de faux amis, qui est le titre du chapitre. Sauf que le chef de station de la CIA aux Émirats, lui, il est pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il est très proche des services de renseignement émiratis, et du coup il dit mais c'est un affabulateur, il ment, c'est pas possible, j'y crois pas 2 secondes, vous faites avoir. Bon, mais il n'a pas le droit de donner l'identité de cette source-là. Cette source-là, elle est connue par les 2 officiers traitants qui s'en occupent à Bagdad, par le siège, une personne, un responsable, le chef de la station à Bagdad, et lui, comme ça concerne les Émirats, il a le droit, mais il ne doit pas en parler tant que l'officier traitant n'est pas d'accord. Et il se trouve qu'un matin, l'officier traitant Eric qui est des origines en Charente d'ailleurs, ça s'invente pas, se réveille, voit les câbles du matin, c'est-à-dire les messages internes de la CIA, et réalise que le chef de station à Dubaï a donné l'identité au service émirati. Et donc là, il réveille son copain, ils partent comme des fous en courant et en voiture à toute allure chez leur source, qui a mystérieusement disparu, qui n'a plus jamais réapparu. Ce qui peut poser quand même un peu de problème. Ils ont indemnisé la famille, mais pour vous dire à quel point ils sont prêts à protéger leur source, c'était le petit frère de cette source-là a été accusé de viol sur un autre garçon à Bagdad, et manifestement c'était très vrai. Donc les 2 agents de la CIA sont allés à l'hôpital, ils ont essayé de voir le médecin qui leur a confirmé. Bon bref, je vous passe les détails qui sont un peu morbides mais que je raconte dans le livre. Et ils ont indemnisé la famille pour pas qu'elle porte plainte, parce que si elle portait plainte, ça aurait pu entacher la famille de leurs sources et compromettre potentiellement leurs sources. On apprécie ou pas la méthode, je suis pas là pour juger, juste j'explique. Donc ouais, ça c'est des choses qu'on peut typiquement voir dans les films où finalement une source se fait lâcher, de manière non involontaire de la part de l'officier traitant, mais plutôt de son rival ou homologue basé aux Émirats. Je voudrais revenir sur la citation qui est en exergue sur la 4e de Léon Panetta, un ancien directeur de la CIA. Nous savons comment retrouver les terroristes et les tuer, mais il y a une chose sur laquelle nous n'avons pas travaillé: comment empêcher les terroristes de devenir terroristes. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi une question que les chercheurs se posent sur les causes du terrorisme, les fameuses le terreau du terreau, les causes psychologiques, sociales, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Les débats sont en cours. Et ça me fait penser qu'en lisant les extraits donc des personnes parfois très haut placées que tu as interrogées, justement sur ce rôle de conseiller du prince, pour comment on dit en étudiant Machiavel, comment ce rôle qui est administratif et politique à la fois, où à la fois il doit collecter, rassembler, organiser et hiérarchiser des informations, en faire du renseignement, c'est-à-dire basé sur la meilleure connaissance possible que le service puisse avoir, et en même temps répondre à des injonctions politiques dont la guerre en Irak a montré toutes les limites, ou voire la pusillanimité. Ça m'a fait penser, donc tout ce que tu décris dans ton livre, ça m'a rappelé le documentaire The Gatekeepers de 2011. Donc c'est 6 anciens directeurs du Shin Bet, donc le renseignement intérieur israélien,
qui donc en tant que à la fois responsable très haut placé et ancien, donc c'est-à-dire avec un droit de parole, en tout cas ils se sont arrogés ce droit de parole, avait donné ce positionnement de dire nous on remplit on répond aux ordres, mais au bout d'un moment la situation avec les Palestiniens implique en réalité des décisions politiques où on peut pas résoudre en gros l'équation du conflit, puisqu'en fait ça implique des décisions politiques, et ce qui les amène à critiquer assez fortement une succession de gouvernements israéliens. Et ici on a un peu ça finalement, où on a des grands dirigeants du renseignement qui essayent de marcher comme des funambules sur ce fil-là. Tenet qui a l'air de s'être un peu auto-intoxiqué par ces mauvaises informations sur l'Irak et sa volonté de montrer sa loyauté. Wolfowitz, je sais pas à quel point il est sincère quand il dit qu'encore en 2015 qu'il y croit, ou si c'est vraiment pour pas avoir à répondre plus longtemps à ces questions. Mais tu parles surtout tu parles aussi de ceux qui le regrettent ou ceux qui n'y ont jamais cru. Donc je trouve que c'est intéressant. Est-ce que l'agence a retiré des leçons justement sur ce rapport au pouvoir, aux décideurs? Ils ont déjà tiré des leçons d'un point de vue pratique sur leur manière d'analyser les renseignements. Donc, ils ont fait un gros travail là-dessus qui a été assez efficace, qui a permis d'ailleurs, par exemple, sur la guerre en Ukraine, d'être le service de renseignement qui a permis de voir que la Russie allait envahir. Donc, il y a eu des vrais progrès là-dessus. Pour autant, ils étaient persuadés que l'Ukraine serait à terre en une semaine, et ça n'a pas été le cas. Donc, à la fois, c'est une grande réussite et c'est un fiasco total. Donc, faut quand même rester humble par rapport à ça, même si encore une fois, ils ont pas de boule de cristal, c'est pas Madame Soleil, donc c'est très compliqué de tout analyser. Par rapport au pouvoir politique, c'est toujours compliqué, évidemment, parce que vous êtes nommé par un pouvoir politique. Maintenant, il y en a qui restent. Je pense que celui qui est actuel, par exemple, Bill Burns, qui a été un grand diplomate, ambassadeur en Jordanie, ailleurs, qui a été numéro 2 du département d'État, qui a toujours été reconnu pour sa droiture, sa loyauté, pour pas être ni un démocrate fervent, ni un républicain fervent, est plutôt unanimement reconnu comme étant un bon directeur de la CIA, qui mouille la chemise, qui a des analyses intéressantes, qui peut donner un avis quand il est sollicité par le président Joe Biden, mais qui va pas non plus dépasser ce stade-là. Mike Pompeo sous Trump, par exemple, se gênait pas pour aller un peu plus loin. Mais lui n'était pas un spécialiste des affaires internationales, c'est un élu du Kansas avant. Bon, et par exemple au moment de l'accord sur le nucléaire iranien, donc conclu en 2015, en 2018 Trump en ressort unilatéralement, alors qu'à l'époque on peut ne pas aimer cet accord. Je suis pour le coup toutes les négociations, y compris en coulisses, donc ça m'intéresse. Mais les Iraniens, ce stade-là, respectaient leur part du deal. Ils faisaient ce à quoi ils s'étaient engagés dans l'accord. Donc aujourd'hui, on a beau dire aux Iraniens, vous êtes gentils, c'est pas bien ce que vous faites. Bah oui, mais eux, ils avaient respecté l'accord. Ils ont même continué pendant quelques mois en attendant de voir si finalement les Américains ou la pression européenne allait pousser les Américains à revenir ou autre. Et puis finalement, maintenant, c'est la course à l'échalote et c'est un désastre côté iranien. Surtout que ça s'est durci. Du coup, je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à ça. Mais politique, oui, mais voilà, Pompeo a donné un avis, alors que ce n'est pas son travail, en disant il faut sortir du nucléaire iranien. Dans les réunions de la Maison Blanche, lui devait arriver, donner les informations, dire voilà notre estimation des forces en présence, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils respectent pas, etc. Et ensuite vous avez d'autres, le conseiller de la sécurité nationale, le secrétaire d'État, le conseiller, etc., qui doivent donner leur avis. Oui, sortons de cet accord sur le nucléaire ou pas. Et lui a très fortement milité pour en sortir, donc a été au-delà de ses prérogatives, mais parce qu'il se sentait aussi autorisé à le faire, et qu'il sentait que ça allait aussi dans le sens du vent. Il a toujours été un peu dans le sens du vent. C'était quand même, rappelons-le, un des plus grands opposants de Trump avant que Trump soit élu. Quand Trump a été élu, du jour au lendemain, Trump était merveilleux. C'était Kim Basinger, quoi. Donc, bref, c'est loin d'être le seul, et c'est pareil côté démocrate, c'est pas une question de politique. Donc, ça dépend des personnalités, et je pense que côté républicain comme démocrate, il y en a qui ont très bien fait leur travail, et d'autres qui parfois se sont sentis un peu pousser des ailes. Et je pense que c'est humain aussi, donc ça arrivera encore. Et alors on parle de la communauté du renseignement, l'expression vient des États-Unis. Donc il y a
quasiment une vingtaine de services qui a été éparpillé puis qui a été regroupé. On en parle, donc le bouquin est sur la CIA, mais il y a d'autres agences qui ont été sous le feu des critiques, notamment la NSA avec le scandale Snowden en 2013, qui pour le coup a eu un impact très fort sur la législation antiterroriste qui a été adoptée après, puisque ça c'est le sujet d'une bonne partie de mon livre, ce qui a amené à l'adoption du Freedom Act, qui revient partiellement sur les nouveaux pouvoirs donnés au gouvernement grâce au Patriot Act de 2001. Finalement, aujourd'hui, dans cette communauté du renseignement, est-ce que l'agence a retrouvé ses lettres de noblesse? Est-ce que c'est la NSA qui est plus sous le coup des critiques? On sait que du coup le renseignement électronique est particulièrement fait quelque chose qui intéresse en particulier l'opinion. Comment est-ce que tu jugerais sa réputation aujourd'hui, 20 ans après l'échec entre guillemets de 2001 et 2003? Déjà, micro-parenthèse, c'est vrai que tu dis que ça a été regroupé. Il y a 18 agences de renseignement aux États-Unis, ça fait beaucoup. Renseignement spatial, la CIA, le FBI, la NSA, etc., renseignement militaire. Et quand il y a eu ce problème de coordination après le 11 septembre, ils ont dit bon, on va mettre quelqu'un qui va coordonner tout ça. Jusqu'au 11 septembre, enfin un petit peu après, le patron de la CIA, c'était le patron de tout le renseignement. Il avait cette double casquette. Il a perdu cette casquette-là après, et ils ont créé un bureau du renseignement national. Alors, il y a un coordinateur du renseignement national sur le même principe en France à l'Élysée, ils sont 12 dans la cellule. Aux États-Unis, ils ont décidé d'être 1500. Donc c'est un peu en fait une strate au-dessus d'une strate, et eux-mêmes ont leurs spécialistes de l'Iran, etc. Bon bref, du coup c'est une armée mexicaine, donc c'est pas forcément le plus efficace, mais en tout cas ils sont au moins censés tout coordonner. C'est lui qui est censé, le patron, j'en ai rencontré des anciens, faire le lien ensuite avec Washington. Sur l'image de la CIA, elle a pris un énorme coup avec l'échec du 11 septembre. Elle a pris un coup encore plus dur, je trouve, après les mensonges sur les armes de destruction massive en Irak. Donc tout était très lié au Moyen-Orient. Et à partir de là, il y a eu une volonté de reconquête du public. D'une part, il fallait par des résultats concrets. Donc, par exemple, quand Obama arrive en 2009, janvier 2009, il dit à Panetta, qui vient de nommer directeur de la CIA, écoute, t'as une priorité, c'est qu'il faut retrouver Ben Laden. Il y a un moment, on passe quand même pour des idiots depuis, ça faisait 8 ans, à ce moment-là, sans le retrouver, c'est ta priorité. Il faut que outre le fait d'éviter de nouveaux attentats, évidemment, mais il faut que tu le trouves. Et en 2011, 2 ans après, ils arrivent à avoir Ben Laden dans une opération qui est un vrai succès, que je raconte aussi. Et donc ça fait partie de ce qui redore un peu le blason de la CIA. On a épuré un petit peu les plus énervés. C'est plus les mêmes chefs qui sont là. Le fait qu'Obama arrive tourne la page Bush et donc réapaise un petit peu tout ça. Ça veut pas dire que tout a été bien sous Obama. De la guerre d'Irak. C'est le début de la fin de la guerre d'Irak, oui, même si après ils s'en vont pour revenir, pour repartir. Donc il y a un gros travail à ce moment-là de conquête qui avait été entamé sous Bush, parce que avant Panetta, il y avait le général Michael Hayden qui a aussi dirigé la NSA d'ailleurs, et qui dirige la CIA et qui espérait rester avec Obama, et qui a vraiment fait un travail de fond, de réorganisation, de purification, j'ai envie de dire, et puis aussi vis-à-vis du public pour redorer un peu l'image de la CIA, parce que mine de rien, elle a beau s'être plantée sur beaucoup de choses, elle est essentielle, y compris pour notre sécurité à nous, dans le partage de renseignements. Ils ont des moyens extrêmement importants, au même titre que eux ont besoin de nous. Sur la Russie, par exemple, je fais une parenthèse sur la Russie, mais un des grands pontes de la CIA, un ancien grand pont de la CIA sur la Russie, qui a quitté il y a pas très longtemps, me disait, nous, nos sources humaines en Russie, c'est 5% des informations qu'on a. Il y a 10%, ce sont des écoutes, des images satellites, etc. Tout le reste, c'est du partage de renseignements, c'est-à-dire des renseignements que nous donnent les Français, les Russes, les Polonais, n'importe quel autre, tous les autres, voilà, les taupes. Mais les taupes, c'est le renseignement humain, c'est dans les 5%. Donc pour vous dire que le partage de renseignements est important, et que malgré les dissensions politiques, le lien n'a jamais été coupé avec les renseignements français, par exemple, quand c'était compliqué. Donc il y a eu cet effort-là. Après, on voit bien que sur Ben Laden, par exemple, ils ont voulu
aller encore plus loin. Donc les producteurs et réalisateurs du film Zero Dark Thirty qui avaient ça en projet, on les a invités à la CIA, y compris dans des grandes réunions où ils avaient rien à faire et les gens se disaient mais qu'est-ce qu'ils font là, on va quand même un peu loin là, ça posait quand même un petit peu souci. Et on leur a donné plein d'informations qu'on n'a pas donné à qui que ce soit d'autre et qui étaient confidentielles pour pouvoir leur permettre de faire un film à peu près réaliste et surtout à la gloire de la CIA. Et c'est un film très réussi, hein, à la gloire de la CIA, mais bon, on a l'impression qu'il y a une officière et qu'elle a tout géré, alors qu'en fait, elle représente 4 ou 5 au moins personnalités, quoi. Donc l'image va mieux. Je pense que avec l'Ukraine, ça a aussi aidé, mais j'ai envie de dire jusqu'au prochain trou dans la raquette, parce que comme pour tout ça, il y a des hauts et des bas. Pour revenir sur la coopération avec notamment la France, hein, puisque vous vous souvenez certainement des Freedom Fries et à la cafétéria du Congrès et des Freedom Toast aussi, puisque donc tout ce qui était français était banni en 2002-2003 et pourtant c'est aussi à cette époque-là qu'est créée la base Alliance sur une idée française, hein, de l'ancien directeur de la DGSE, qui réunit en gros le renseignement des alliés anglo-saxons qui sont déjà ils sont tout le temps ils sont alliés depuis le début, mais en tout cas il y avait la France, c'était basé, il y avait aussi les Allemands, Italiens, Canadiens, Britanniques, Américains et Français se retrouvent sur une même base aux Invalides. C'est-à-dire qu'aux Invalides, il y a un lieu qui a été mis à disposition par les Français, par l'armée ou la DGSE. De toute façon, c'est partie du ministère de la Défense, donc par le ministère de la Défense. Et ils se sont tous mis ensemble, justement, alors pour une collaboration. D'habitude, c'est un peu, je te donne une info, mais tu m'en donnes une autre, quoi. C'est un marchandage permanent, pour le coup, les renseignements, sauf si il y a un attentat vraiment imminent et que, par exemple, les Américains voient qu'à Moscou, il y a un attentat très imminent et même si on est en très mauvais termes avec eux, on va les prévenir. C'est arrivé 2 fois récemment et ça a évité 2 attentats quand même important à Moscou. Sauf pour le cas la salle de concert parce que les Russes n'y ont pas cru. Oui, les Russes n'y ont pas cru et du coup ils ont subi les conséquences malheureusement. Donc voilà, donc ils ont là pour le coup ils ont vraiment travaillé ensemble sur un sujet précis qui était la traque de djihadistes juste après 2003. C'était aussi une manière pour les Français de montrer que on n'est pas fâchés même si politiquement vous faites n'importe quoi et que vous nous insultez à longueur de temps. On est prêt à collaborer et on change pas. Donc c'était Chirac qui avait donné un peu ces consignes là au patron de la DGSE et il y a eu un vrai partage de renseignements qui a permis d'arrêter, y compris sur le sol français, des djihadistes importants, et donc ça a été très efficace et ça a duré quelques années, quand même 6 ans, je crois. Jusqu'en 2009, hein, tu dis. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est arrêté? L'urgence était moins forte. Oui, l'urgence est moins forte, ça n'a pas vocation non plus à durer 150 ans, ce genre de choses, et voilà. En conclusion de ton livre, tu expliques là encore on revient aux leçons retenues de ces 20 années de succès mais aussi d'échecs. Il y a les deux, hein. C'est vrai qu'il y a les deux. Beaucoup d'échecs, mais il y a les deux. Eh bien, évidemment. Donc la guerre des services entre guillemets, on l'a déjà évoqué. T'as aussi évoqué le manque de personnel, soit qui connaissent le pays ou qui connaissent les langues du pays, hein, puisque quand l'interrogatoire de Saddam Hussein a été fait avec un interprète qui était d'origine libanaise, il me semble. Donc c'est-à-dire que envahir un pays sans avoir même des interprètes, c'est quand même compliqué, avec qui est lié à une méfiance de la part de deux interprètes qui s'engueulaient devant Saddam, qui du coup ont profité. Regardez, exactement. Donc il en jouait très bien, quoi, assez sournois. Et donc voilà, guerre des services entre guillemets, manque de ressources humaines qui connaissent les pays ou les langues, notamment parce qu'on se méfie des personnes qui ont des liens avec les pays qu'on veut espionner. Aussi, alors ça c'est peut-être plus américain étant donné les budgets, un espèce de fétichisme technologique, hein, peut-être certainement plus porté par la NSA. Est-ce que déjà, première question, est-ce que ces problèmes sont traités, sont déjà identifiés et traités? Est-ce que ça pourrait être des leçons pour les services de renseignement français? Est-ce qu'ils sont confrontés déjà, alors peut-être à moins travailler dessus, mais est-ce que ça pourrait être des leçons aussi pour les services français?
Je pense que les services français sont moins, ils ont tous besoin de gadgets, de micros, d'images satellites. Et ça fait partie du tout. Sauf que si vous avez pas, et c'est un ancien de la CIA qui disait ça très bien, si vous avez pas là, vous avez beau avoir toutes les images satellites de Vladimir Poutine, si vous n'avez pas une source au Kremlin qui le rencontre régulièrement, qui est capable d'entendre ce qu'il dit assez proche, ce qu'il pense réellement, ça vous sert à rien. Parce que si vous écoutez que ces discours, vous avez des grandes lignes, mais il y a les discours et puis il y a ce qu'on dit derrière, évidemment. Et je vous apprends rien en disant que c'est souvent différent de la part des politiques et des dirigeants. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ils avaient réussi à avoir une source, d'ailleurs, à un moment. Ils avaient peur que Trump donne tout, parce que Trump croyait les Russes quand il leur disait non, nous, on n'a rien fait, on vous a pas espionné et on n'a pas fait d'ingérence pendant les élections, alors que tous les services de renseignement américains venaient lui dire si, ils ont fait des ingérences. Il dit non, moi je le crois sur parole. Il m'a dit que non, je le crois, il n'y a pas de raison. Après tout, hein, on est copains. Donc, il y a ça. Les Français sont moins sur le tout technologique. Il y a beaucoup d'Américains quand même qui d'anciens de la CIA notamment, qui en sont conscients. Est-ce que pour autant ça imprime suffisamment dans les étages supérieurs? C'est dur à dire, parce que évidemment on n'est pas dans leur couloir à longueur de temps. Je pense qu'il y a quand même une conscience qu'il y a besoin de sources humaines. Ils sont tous sauf bêtes malgré leurs erreurs. Ils font tout pour en avoir. Parfois, il y a un peu aussi par moment la peur d'avoir de prendre trop de risques, surtout quand on a eu beaucoup de morts, et il y en a eu beaucoup en Irak, en Afghanistan. Donc c'est compliqué. Dans le hall de la CIA, vous êtes accueillis par des étoiles qui sont gravées dans le mur, et chaque étoile représente un officier de la CIA qui est mort en fonction. Et après le 11 septembre, ces étoiles, elles ont plus que doublé, évidemment, par rapport à toute l'histoire qu'il y avait eu avant. Donc ça pèse quand même aussi dans les consciences, mais je pense qu'ils sont quand même très bons et sur l'humain et sur le tout technologique. Enfin, sur le technologique, ils sont juste parfois un peu plus directs et un peu plus bourrins, si vous me permettez l'expression. Et je pense notamment à un général syrien. Je raconte cette anecdote dans le livre. Il y a un moment, et les Français et les Américains voulaient absolument avoir une taupe dans l'entourage de Bachar el-Assad en Syrie. Pas parce que on était après la guerre en Irak, qu'il y avait plein de djihadistes qui passaient par la Syrie pour aller en Irak, ou qui, quand ils avaient fini, repassaient par la Syrie avant d'aller chez eux en vacances. Donc c'était quand même un problème, la Syrie. Il y avait aussi des problèmes de nucléaire. En 2008, les Israéliens ont bombardé une centrale nucléaire, donc c'était aussi une menace qui était dans les esprits, de voir ce que pouvait faire le régime syrien. Et donc ils voulaient absolument ça. Et pour le coup, DGSE et CIA travaillent ensemble. Repère un général qui vient régulièrement à Nicosie profiter des femmes, de l'alcool et des cigarettes pas chères, et qui va acheter ses cigarettes tous les jours au même endroit. Et la CIA, la DGSE essaye de s'approcher doucement, prend le temps, ils prennent des mois, etc. Et la CIA, à un moment donné, le chef de station de la CIA est allé sur le parking où il achetait ses cigarettes. Il lui a sorti sa carte de visite. Il dit voilà, je m'appelle Robert. Je suis le patron de la CIA ici. On veut que tu travailles pour nous. T'auras de l'argent, t'auras un appartement aux États-Unis, t'auras une carte verte, c'est-à-dire une autorisation de séjour aux États-Unis pour toi, pour toute ta famille. En échange, tu nous dis tout ce que tu sais sur Assad. Ah merci. Écoutez, je vais réfléchir. Je vous tiens au courant. Voilà. Bon. Et il a jamais donné suite. Mais pour vous donner le côté un peu bourrin, les Français, eux, étaient pas très contents parce qu'ils estimaient que forcément, tout est grillé d'un coup et que c'est des mois de boulot qui partent en... Alors si ça marche, ça marche. Sauf que ça marche quand même rarement. Ces types-là savent qu'ils sont surveillés même à l'étranger, donc c'est quand même pas le plus discret. Et ce général syrien n'a jamais changé ses habitudes et n'a jamais collaboré avec les Américains. Donc c'est des différences. On ne sait pas. Officiellement non. Mais officiellement. Ce qui est probablement lié aussi à une différence de budget. Hein. On a parlé tu te racontes comment ils emportent des sacs de sport remplis de liasses de billets en centaines de milliers ou voire en millions pour disons faire lubrifiant social comme oui, mais il y a eu des réunions entre DGSE et CIA où il y avait deux mecs de la DGSE qui sont arrivés sur place. Ils se sont retrouvés face à une armada de 30 personnels de la CIA en disant mais vous travaillez tous sur le même sujet quoi. Alors que c'est plus artisanal chez nous parce qu'il y a moins de moyens, mais ils étaient mais du coup le problème c'est qu'il y en avait pas un en face qui avait vraiment une bonne compréhension de l'ensemble quoi. Par contre, ils ont plus de moyens pour agir quand ils ont compris ou quand ils ont pris une décision. Ouais, l'artisanat face à l'industrie finalement. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Et
C'est ça. Alors oui, et du coup, est-ce que ça pourrait être des leçons utiles pour... je sais pas si les services français, c'est quelque chose que tu peux développer. Ils surveillent, bien sûr qu'ils surveillent. Ils travaillent beaucoup ensemble. Ils font d'ailleurs, ça avait commencé par exemple sous Trump et ça a continué après. Mais ils font des séminaires ensemble. C'est-à-dire que vous avez 50 types de la DGSE qui viennent, de la CIA, y compris le directeur avec sa femme. Ils viennent pendant 3 jours à Paris, ils sont reçus dans un espèce de château vers la Seine Saint-Cloud, ce genre de choses, un endroit comme on sait faire et comme on sait accueillir nos hôtes de marque. Et ils font un séminaire de 3 jours avec des thématiques, avec des échanges de renseignements pour bien se parler. On les invite dans des grands restaurants ou sur une belle péniche. Parfois on privatise même un musée. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc on soigne nos relations et le mois d'après ou 2 mois après, c'est l'inverse, ce sont les Français qui vont aux États-Unis, etc. Donc il y a un vrai partage en permanence. Au quotidien, il y a ceux qui sont les responsables de la station de la CIA à Paris, travaillent avec leurs confrères de la DGSE. Vous avez le chef de la station, ses adjoints, eux, ils sont connus, ils sont là officiellement comme étant de la CIA, donc ils y vont en disant bonjour, je suis le chef de station de la CIA, et ils se connaissent. Ensuite, ils ont ceux qui sont en clandestin et qui, eux, officiellement, ne sont pas de la CIA, même si ils en sont et qui sont... il y en a peut-être un par là, on ne sait pas d'ailleurs, hein, tout est possible. Mais c'est tout à fait possible. Donc, il y a des liens en permanence, y compris en échange et sur le terrain. Donc oui, ils s'inspirent beaucoup les uns des autres et ils voient bien ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas sur les différents sujets, y compris sur l'organisation, bien sûr. Pour rebondir sur le fait d'être bourrin ou rapide, ça renvoie à ce que tu as dit au tout début sur le travail au long cours qu'est le renseignement, puisqu'évidemment c'est pas quand on est, enfin, tu montres bien dans ton bouquin comment dans la précipitation, alors non seulement on est pris au dépourvu, bon mais ça d'accord, mais en plus on est vulnérable à toutes sortes d'intoxications. Tu racontes comment des exilés irakiens ont intoxiqué la CIA justement en poussant à fond sur l'argument des armes de destruction massive de Saddam, alors qu'ils avaient quitté le pays des années, si ce n'est plus, auparavant, qu'ils avaient des objectifs politiques de retrouver le pouvoir, de retourner dans leur pays, et donc ils avaient un intérêt objectif au renversement de régime, bref, qui ont intoxiqué la CIA ou par simple intérêt à pas du gain, et donc ça tu racontes comment on est vulnérable finalement quand on est trop en position de demande, on est vulnérable aussi à cette intoxication. On est forcément vulnérable, et pour le coup ils avaient beaucoup intoxiqué la Maison Blanche et notamment le bureau de Dick Cheney. Et en fait c'était des opposants à Saddam Hussein qui prétendaient avoir une armée prête à se lever en Irak pour renverser Saddam si les Américains venaient évidemment donner beaucoup d'argent, il fallait commencer par ça. Parce que chacun ses lubies, et pour le coup c'était les leurs, notamment de ce fameux Ahmad Chalabi, et il a réussi à convaincre des membres de l'appareil américain, notamment dans le bureau de Dick Cheney, que en effet, il pouvait renverser Saddam et être une option, un recours si Saddam était renversé par les Américains, qui pourraient les aider, il leur donnait des renseignements, etc. Sauf qu'il leur donnait des renseignements qui étaient des tuyaux percés, voire des branches complètement pourries, qui étaient faux, et oui, les branches ne peuvent pas être fausses, donc les renseignements étaient faux, mais ils se sont basés beaucoup là-dessus, et pour le coup, ça allait dans ce que voulaient Cheney et Rumsfeld, donc très bien, ça correspond pile à ce que vous nous dites, voilà. Comme quand je vous disais tout à l'heure le discours de Colin Powell qui a été préparé pendant 6 jours, 6 nuits à la CIA, quand même très intéressant de voir que dès il faisait appeler des spécialistes dès qu'il y avait une question précise, je dis n'importe quoi, sur l'uranium, un tuyau d'uranium, ils allaient chercher les spécialistes de l'uranium au sein de la CIA pour dire ok, c'est sérieux, c'est pas sérieux, etc. Le spécialiste du Niger, tout ça. Tous ceux qui avaient des doutes sur l'existence d'armes de destruction massive ont été mis de côté, n'ont pas été invités. Et souvent ne savaient même pas que Colin Powell était dans les murs. C'est pour vous dire que quand il y a une vision politique qui est biaisée, qu'on fait pas son boulot comme la plupart du temps c'est fait, quand même, voilà ce que ça peut donner. Donc bon. Donc on a beaucoup parlé du Moyen-Orient, un peu de la Russie. Est-ce que sur la Chine, puisque là donc on est face à une rivalité de superpuissance, on sait que c'est plus sur le terrain commercial que ça se joue. Est-ce que t'aurais comment est-ce que tu décrirais la situation, les opérations de la CIA là-bas, et comment ça se présente? C'est beaucoup plus dur pour la CIA de travailler à Pékin ou Moscou qu'à Bagdad.
malgré le manque de gens qui parlent arabe, malgré le fait qu'il y a rien de plus voyant qu'un Texan blanc aux yeux bleus dans les rues de Bagdad. Bon, ça se voit aussi à Pékin d'ailleurs. Donc il faut arriver à avoir des sources locales, c'est compliqué, et surtout, les Russes et encore plus les Chinois sont très forts dans le contre-espionnage, c'est-à-dire dans ce que fait le FBI sur le sol américain, c'est pour détecter des espions étrangers qui sont chez nous ou qui essayent de nous espionner. Et là-dessus, ils sont très forts, surtout que bon, aujourd'hui, concrètement, n'importe quelle entreprise chinoise est un peu obligée de donner tous les renseignements au service de renseignement. Enfin, c'est une espèce d'immense service de renseignement d'1 milliard de personnes. Je caricature évidemment, hein, mais en tout cas, c'est extrêmement fliqué. Ils mettent des moyens absolument colossaux sur leur service de renseignement, sur les écoutes, sur la surveillance, sur le nombre d'hommes. Je sais plus le nombre d'employés qu'ils ont, mais c'est absolument colossal, les Chinois. Et du coup, oui, alors là on peut rajouter un 0. Et c'est extrêmement compliqué du coup pour les Américains d'opérer. Ils finissent par y arriver, ils s'en servent parfois comme une base pour aller ailleurs. Il y a ce livre d'Amaryllis Fox, une ancienne de la CIA, qui racontait qu'elle se faisait passer pour une marchande d'art, elle était basée à Pékin, elle savait très bien, et d'ailleurs j'ai des anciens qui étaient à Pékin qui m'ont dit on savait très bien que quand j'étais aux toilettes, ils savaient quel journal j'étais en train de lire, quoi. Il y avait des caméras, ils avaient tout. Donc si on fait semblant d'être un couple, il faut vraiment être un couple dans le quotidien, parce que sinon ça se voit, on peut pas se relâcher quand on est chez soi. Donc c'est aussi pesant quand on est dans une identité fictive comme ça. Mais elle a été basée là pour aller davantage dans d'autres pays de la région. Donc bon, c'est extrêmement compliqué pour la CIA, même s'ils y arrivent quand même, ils arrivent à avoir des renseignements, que ce soit en Chine et surtout en Russie, ils arrivent quand même à avoir de très bons renseignements. C'est là où on voit qu'ils sont quand même très forts. Peut-être dernière question avant qu'on ouvre à la salle. Trump pouvait donner l'impression, notamment avant son élection en 2016, d'être lui aussi un faucon, voire un néoconservateur, même si évidemment, ça pouvait tomber, la pièce pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, puisqu'il avait aussi de nombreuses sorties isolationnistes, mais disons son espèce de virilisme et le côté guerrier qu'il ne cachait pas, notamment ses propos sur la Corée du Nord. Est-ce que ça a pesé sur l'agence? Est-ce qu'il a cherché à obtenir, à prouver absolument qu'il fallait bombarder la Corée du Nord? Quelles étaient ses obsessions? Il a été extrêmement foutraque, donc on savait pas ce que ça allait donner réellement. Là où il a été extrêmement clair, c'est pendant sa campagne électorale, il n'a cessé d'attaquer les services de renseignement américains et notamment la CIA. Et ils attaquaient très violemment, publiquement, enfin comme il sait faire, hein, il n'y a pas de secret, voilà. On peut imaginer. Je le cite d'ailleurs, j'ai plus la citation précise en tête, mais il a été vraiment. Et du coup, quand il est élu, à Langley, au siège de la CIA, on grince un peu des dents, on se dit qu'est-ce qui va se passer pour nous, quoi? Est-ce qu'on va retomber dans les travers d'avance, qu'on va nous demander de faire n'importe quoi? Et du coup, Mike Pompeo, qui vient de nommer, parce qu'il y a 2 mois entre l'élection et la prise de fonction aux États-Unis, les élections sont début novembre et la prise de fonction vers le 20 janvier, Mike Pompeo est nommé et il dit, écoute, ce que tu devrais faire, c'est dès le premier jour de ta présidence, viens Langley, viens voir les hommes et les femmes de la CIA. Comme ça, tu vas les rassurer, puis tu vas montrer que ça va aller, etc. Et super, j'y vais, très impulsif, on y va. Là, son service finit par lui expliquer qu'en fait, le premier jour, il y a quand même une investiture, il y a quand même des passages obligés, donc on peut pas non plus aller où on veut. Donc, ce sera le lendemain. Bon, Pompeo n'est pas officiellement directeur parce qu'il n'a pas encore été validé par le Congrès, mais il y va. Et là, il fait tout un discours dans le hall, justement, devant ces fameuses étoiles très pesantes dont je vous parlais, qui représentent chaque mort, et il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc, on est un samedi, tous les agents de la CIA sont revenus, beaucoup en tout cas, et il fait un discours, je vous rassure, etc. Bon, la langue de bois que vous pouvez imaginer, et puis tout d'un coup il dit, et puis quand même cette cérémonie d'intronisation hier c'était formidable, il n'y a jamais eu autant de monde que pour venir me voir, que j'en ai eu bien plus qu'Obama, et il parle que de ça, et il parle de lui, il parle encore de lui, et ils se regardent tous en se disant ce type est complètement fou. Il y a que les dirigeants qui sont au premier rang qui applaudissent timidement parce que bon, ils sont quand même un petit peu gênés, et donc il y a toujours eu ce malaise un petit peu. Clairement, quand je disais tout à l'heure, on a éliminé ceux qui ne croyaient pas, par exemple, qu'il y avait des armes de destruction massive. Sur l'Iran, il a fait revenir un homme qui s'appelle Michael D'Andrea,
qu'on appelait Ayatollah George à un moment donné, Ayatollah Mike, qui était vraiment un faucon de chez Faucon, qui a dirigé le centre de contre-terrorisme pendant des années, qui a été un fervent partisan de la torture. Comme directrice adjointe, il a fait venir celle qui a dirigé la station, la prison secrète en Thaïlande où il y avait la torture, le fameux Abu Zubaydah dont on a parlé tout à l'heure. Donc les signaux étaient pas formidables. Pour autant, ça a été moins catastrophique que ce qu'on a pu attendre, même si je pense que il serait pas mécontent que ce soit pas lui, quelqu'un d'autre, peu importe qu'il soit républicain ou démocrate, mais que ce soit un peu plus cohérent dans la pensée, dans la vision, sachant que là il n'y a pas de vision, on est un peu au coup par coup et en fonction d'intérêts qui sont des intérêts politiques, à l'image de sa politique pour Israël. Soyons clairs, il en a rien à faire d'Israël. Par contre, ça l'a arrangé politiquement d'avoir tous les évangélistes, etc., son vice-président, voilà. Ça lui permettait aussi de se rapprocher un peu avec l'Arabie Saoudite, de le rapprocher, ils aimaient bien. Bon bref, tout ça l'arrangeait, mais que ce soit Israël ou pas, s'il avait fallu faire la même chose avec les Palestiniens, il aurait dit qu'il y avait un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Donc c'est plus dur de savoir sur quel pied danser, et donc on est plus à l'abri de changements, voire de demandes un petit peu particulières. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Il y a certainement des questions dans la salle. Oui. Bonjour. Merci de tout ce que vous avez apporté et éclairé. J'aimerais revenir sur le 11 septembre, parce que ça a quand même été un événement majeur, un événement clé que nous avons tous suivi avec énormément d'attention. Est-ce que vous avez dit notamment que le 11 septembre avait été un échec? Alors, d'une certaine manière, oui, on peut l'imaginer, enfin le considérer comme c'est un échec. Mais est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que cet attentat n'avait pas été au minimum toléré par les États-Unis, hein? Et cette concurrence entre le FBI et la CIA que vous avez souligné, qui explique peut-être la matérialité du fait que les terroristes, alors on peut les appeler vraiment comme cela, sans oublier, sans risquer de ne pas être cloués au pilori pour employer. Bon, comment se fait-il que, bon, moi j'ai été très frappé du fait qu'ils ont pu tous monter dans 4 avions différents à peu près au même moment. Donc ça a été au minimum toléré, à mon avis, par certains services au moins. Et quels sont en arrière-plan, alors quelles sont les relations entre l'Arabie Saoudite, Ben Laden et puis cet attentat qui avec les conséquences que ça a suivi? Merci. Je pense pas que ça a été toléré par des services de renseignement. Je pense sincèrement qu'il y avait, dans les années 90, malgré une première alerte en 93, même si bon, on comprend pas encore tout à fait ce qui se passe, il y avait comment dire, on ne comprenait pas la menace que représentait Al-Qaïda, qui évidemment, avec le recul, il est facile de dire que c'était une menace gigantesque, etc. Personne ne s'attendait, même ceux qui s'attendaient à des attentats, à ce que ce soit aussi gros, à ce que ce soit aussi important, fort, contre le symbole de la puissance américaine, les 2 tours du World Trade Center. Bon, en termes d'image, c'était quand même extrêmement fort de voir ces 2 tours s'écrouler. C'était plus qu'un bâtiment de 3 étages qui aurait pu être, je sais pas, stratégique. Il y a vraiment eu des trous dans la raquette, il y a vraiment eu des guerres à cette époque-là de services importantes, et au sein du FBI, vous aviez une unité qui s'appelle I-49, qui était chargée un petit peu de travailler, alors justement l'enquête sur l'USS Cole dont je parlais, c'est eux qui y allaient, d'essayer de retrouver des responsables d'Al-Qaïda, parce qu'ils étaient quand même un peu identifiés, mais eux, ils avaient l'objectif de les traduire en justice. Alors que la CIA avait plus envie de les éliminer, voire de couper court leurs menaces, même si leurs dirigeants ne le voulaient pas. Donc il y avait une vraie guerre, et entre le patron de I-49 qui s'appelait John O'Neill et le patron de Alex Station, c'est-à-dire la première station de la CIA qui est pas basée à l'étranger. Comme je vous disais, il y a une station à Paris, dans tous les pays du monde, et là pour une fois ils en ont créé une sur le sol américain, c'était la première, et qui était dédiée à Ben Laden et à Al-Qaïda. Elle a été appelée Alec parce que c'était le fils adoptif du Michael Scheuer qui était son dirigeant. Ça a été surnommé Alex Station comme ça. Et Michael Scheuer, donc de la CIA, et John O'Neill du FBI ne pouvaient mais alors absolument pas se voir.
Mais comme vous pouvez pas imaginer, ils s'échangeaient des noms d'oiseaux régulièrement. Il y avait beau avoir des agents de liaison de chaque côté, on leur interdisait de donner les informations à l'autre. Et ça, on a plusieurs témoignages directs parce que chacun était très jaloux de son précaré. Ils pouvaient réellement pas se voir comme rarement. Encore aujourd'hui, j'en ai un qui me dit, pardon de l'expression, hein, John O'Neill est mort aujourd'hui. Et un mec de la CIA me dit quand même. C'était compliqué, on s'aimait pas, c'est vrai, on n'a pas été parfait, mais quand même, quel sacrifice de pute, quoi. Pardon de l'expression, mais c'est pour vous montrer que même 20 ans après, sur un mort, on en est encore à avoir une haine personnelle forte entre ces deux entités-là. Et je pense qu'il y a vraiment eu des trous dans la raquette à ce niveau-là. Et il y a eu aussi beaucoup d'ignorance de la part des politiques, que ce soit Clinton, qui en avait rien à faire des services de renseignement. Son directeur de la CIA n'arrivait pas à avoir un rendez-vous avec Bill Clinton, alors que Bush, par contre, demandait à Tenet, le patron de la CIA, de venir tous les matins le briefer. Vous voyez la différence. Ça a perduré après, Trump l'a fait, Biden, etc. Et vraiment, Clinton ne voulait pas voir son directeur de la CIA, à tel point qu'à un moment, il y a un petit avion de tourisme qui s'est écrasé sur la pelouse de la Maison Blanche. Et tout le monde a dit c'est le directeur de la CIA qui essayait enfin d'avoir son rendez-vous, quoi. Et c'était la blague dans tout Washington. Et Bush, pareil, comme je vous disais, de janvier 2001 où il arrive au pouvoir jusqu'à septembre 2001, il ne fait pas une seule réunion, malgré la forte insistance de la CIA et de son coordinateur pour le terrorisme, Richard Clark, sur Al-Qaïda. Ils étaient obsédés par la Chine ou autre, et à chaque fois on leur refuse ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une ignorance, il y a des trous dans la raquette, il y a des haines personnelles, et il y a une mauvaise anticipation de la menace que ça pouvait être. Je rajouterais vraiment très rapidement qu'effectivement le terrorisme n'était pas considéré comme une menace stratégique avant 2001. Ça faisait partie, c'était peut-être en quatrième ou cinquième priorité. De la paix, voilà. Alors dividende de la paix de la chute du mur. Et sinon, les superpuissances rivales. Bon, ça, d'accord. Mais le terrorisme en tant que tel, en tant que menace, avec les groupes djihadistes en particulier, n'était pas assez haut dans la priorité pour y consacrer suffisamment de moyens, malgré les quelques. Alors qu'il y a des alertes, oui, voilà. Il y a 93 au World Trade Center, il y a déjà un attentat. En France, Khaled Kelkal et compagnie, on s'en rappelle, vers 95, si ma mémoire est bonne. Donc il y avait des alertes, mais qui n'ont pas suffisamment éveillé les consciences. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui existait avant le 11 septembre, c'était la volonté des néoconservateurs de reformer, enfin de modifier les frontières du Moyen-Orient, démocratisation, changement de régime, etc. Et deuxièmement, le Patriot Act qui était déjà rédigé. Ça, par contre, mais disons, vu que le Patriot Act c'est un peu la liste de Noël du FBI, donc forcément, oui, les services de police, de renseignement veulent toujours plus de pouvoir, quoi. Ouais, alors de moyens, mais dans le sens pas d'argent, oui, mais de moyens légaux de pouvoir faire leur travail. Forcément, les contraintes légales, les contraintes constitutionnelles, ça bloque. Enfin, ça rend plus compliqué le travail objectivement. Il y avait une question par ici. J'espère avoir répondu. Merci pour cette discussion. Ma question elle porte sur les relations entre la CIA et le Mossad. Ouais. Parce que Ronen Bergman, dans son livre c'est Lève-toi et tue le premier, il évoque le cas de certains officiers traitants américains qui avaient une sorte de tropisme pro-palestinien qui a justifié du côté du Mossad une certaine méfiance. Est-ce que ça correspond à la réalité de la relation, et de manière générale, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette relation sur le temps long? Alors, si Bergman le dit, honnêtement, j'ai tendance à lui faire confiance. Il a des très très bonnes sources sur cette question-là, notamment près du Mossad. Donc, et son bouquin est très bien. Il en a fait d'autres d'ailleurs. Donc oui, c'est pas du tout impossible. J'ai pas creusé ce point très précis, donc je vais pas dire de bêtises. En revanche, il y a c'est vrai qu'il y a toujours un peu une méfiance, tout en étant très proche. C'est un peu paradoxal, mais bon, dans les services de renseignement, pas tant que ça finalement, parce qu'il y a pas toujours les mêmes objectifs non plus. Il peut y avoir ce genre de choses aussi, qu'Israël a un côté un peu, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Le côté nuance sur ces questions-là est un peu plus compliqué parfois. Maintenant, on voit, et j'en parle par exemple dans le bouquin, mais il y a eu quand Mike Pompeo est arrivé, donc à la CIA, donc sous la présidence de Donald Trump, il est allé voir le patron du Mossad.
qui était Lee Cohen, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là, et pour parler, pour dire, bah là, on a un objectif commun, c'est l'Iran. Pour le coup, ils se retrouvaient, et là, allons-y, feu à volonté, quoi. Donc, ils se sont mis d'accord pour dire, voilà, bah nous, on va partager plus que jamais, mettons tous nos moyens en commun, etc. Et du coup, Cohen l'amène dans la salle où travaillent tous ceux qui bossent sur l'Iran et le programme nucléaire. Il dit, bah voilà, Mike Pompeo, le patron de la CIA, maintenant on va bosser comme ça ensemble, on va y aller, et puis on va tout mettre en place pour pouvoir justement amener des informations qui vont amener Trump à se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Et sur le chemin du retour pour rentrer à Washington, eh bien Pompeo, il prend son copain du Mossad avec lui et il l'amène et il fait la même chose à Langley au siège de la CIA en leur disant, voilà le chef du Mossad, maintenant on va bosser machin, le même speech pour le refaire. Donc, il y a des intérêts communs parfois très précis sur lesquels il va y avoir une coopération quasi absolue, comme il y a pu y avoir entre plein de services de renseignement sur la lutte contre l'État islamique, par exemple. Il y avait un partage vraiment très très large et on retenait pas nos informations, notamment entre Britanniques, Américains, Français et d'autres. Mais voilà, donc il y a toujours forcément des petites méfiances. Il n'y a jamais une confiance totale entre les services de renseignement. Alors au sein d'un même pays, FBI, CIA, mais encore plus évidemment quand c'est des pays, même s'ils sont alliés, il y a toujours une méfiance. Mais la particularité, c'est qu'ils parlent à tout le monde. C'est-à-dire que il y a des gens de la DGSE qui parlent au service secret syrien, par exemple, alors que personne politiquement va parler au service syrien. C'est discret, parfois c'est même au Hamas. Moi, j'en ai rencontré un qui m'a dit bon, officiellement, on m'a dit tu ne parles pas au Hamas. Et puis, comme par hasard, mais j'ai vraiment pas fait exprès, il y avait un dîner, il y avait ce mec du Hamas, alors bon, je lui ai quand même serré la main, hein, puis j'ai quand même discuté un petit peu avec lui, et puis j'ai établi un lien. Et puis quand je l'ai dit à Paris, on m'a dit, bon, maintenant que le lien est fait, si tu le revois pour une tasse de thé, n'hésite pas, quoi. Et, ouais, donc ça se fait un peu comme ça, mais il y a l'échelon politique et l'échelon renseignement où les relations sont toujours très, très différentes. Bien, merci. Je pense qu'il va falloir s'arrêter là. Alors, une dernière question. Pardon, en fait, quand vous avez parlé de ce général syrien qui a été approché, quelles sont les raisons qui font qu'on approche? Est-ce que c'est sa fonction dans ce cas précis, ou est-ce que il y a des vulnérabilités chez certaines personnes qu'on va identifier et on se dit c'est une piste voilà. Comment ça se passe concrètement? Il y a les deux. Alors déjà sur les sources que les services de renseignement, CIA notamment, mais pas que, vont essayer d'approcher pour pouvoir en faire une source régulière, qui vont leur donner des informations. Ils vont toujours essayer d'avoir quelqu'un qui va faire ça de lui-même, enfin qui va être convaincu par le principe. Par exemple, ils vont essayer de chercher des Russes qui n'en peuvent plus de Poutine, qui se disent mais ce qui fait notre pays ça va pas, donc plutôt des proches de l'opposition, ou alors des gens qui sont dans l'entourage plus ou moins élargi de Poutine, mais qui sont quand même pas les plus énervés, parce qu'ils peuvent avoir une sensibilité, on peut tirer sur la corde un peu sensible. Ce sera toujours plus fiable que quelqu'un qu'on a vu aller voir deux prostituées, on l'a pris en photo et lui dire tiens regarde, si tu veux pas que je montre à ta femme, donne-moi des informations. Parce que là, ça peut toujours basculer. D'une part, il peut à un moment donné s'en fiche, d'autre part, il peut donner des fausses informations. Vous voyez, c'est moins fiable. Donc, ils essaient toujours ce genre de choses. Après, pourquoi ce général-là en particulier? Pourquoi certaines personnes? Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir évidemment dans les plus proches de Saddam Hussein par exemple à l'époque, ou de Vladimir Poutine ou de Bachar el-Assad, d'avoir ses plus proches conseillers. En général, c'est quand même là où vous n'y arrivez pas parce que c'est des cercles extrêmement fermés, encore plus quand c'est dans des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Donc c'est le plus dur. Donc on essaie le cercle juste après, ou alors les proches de ces généraux-là ou de ces conseillers-là. Donc ça peut être son prof de sport, ça peut être sa femme, sa fille qui est un peu moins énervée entre guillemets que le père. On essaie de se rapprocher des gens parce que mais après ça peut être un professeur qui est un peu proche des idées, ça peut être différentes personnes. Donc vous voyez des niveaux très très différents sur lesquels on va pas mettre les mêmes moyens évidemment, mais parce que encore une fois vous essayez d'avoir des bribes d'informations. Et donc si vous avez quelqu'un qui est le prof d'équitation du frère de Bachar el-Assad, c'est pas inintéressant. D'ailleurs, Bernard Bergelet, ancien patron de la DGSE qui avait travaillé en Syrie, avait été très proche de Bassel el-Assad qui devait être le président après son père, mais qui est mort dans un accident de voiture, mais parce qu'ils allaient faire du cheval ensemble, un truc d'équitation. Donc ça fait partie des renseignements qu'on peut avoir.
J'imagine que la DGSE à l'époque lui a dit dis donc t'aurais pas 2-3 infos à nous filer. Est-ce qu'il a filé ou pas, je sais pas. Il a fini patron de la DGSE en tout cas. Mais oui, encore une fois, c'est un puzzle, le renseignement. Et vous avez des toutes petites pièces et vous avez des grosses pièces. Donc évidemment, quand vous avez quelqu'un très proche de Poutine, c'est jackpot. Et vous faites tout pour la protéger, pour ne surtout pas la griller. Vous n'avez pas l'appeler sur son portable. Il y a des moyens de communication discrets, etc. Souvent, quand il est en voyage à l'étranger, discrètement, on va faire passer un mot ou autre. Il y a aussi comme ça sur les Russes, beaucoup, ou les Chinois, on les recrute à l'étranger. Et après, parfois, on n'a pas de contact pendant 3 ans tant qu'ils sont en Chine ou en Russie, puis on les revoit quand ils sortent. C'est un puzzle pour essayer d'avoir 1000 petites informations qui nous permettent d'avoir au final une image à peu près cohérente de ce qui se passe, des intentions du pays visé et donc des menaces potentielles pour nous ou pour nos alliés. Monsieur Bajoulet, qui était ambassadeur en Algérie, une fois qu'il a quitté, il était très énervé parce qu'il faisait de l'équitation, il avait un cheval au caroubier et qu'il a eu quelques difficultés à le faire sortir. Donc il n'était pas très content. C'était pas très intelligent, cela dit. Non, je vous en prie. Eh ben, merci pour cette... Peut-être on peut une dernière question en ligne parce que je crois qu'il y a... Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, il y a le... Entre le 2 et le 4 août 1964, 2 destroyers américains qui naviguent dans les eaux territoriales du Nord-Vietnam essuient des tirs de la part des Nord-Vietnamiens. Ces informations, qui s'avèrent fausses par la suite, ont été les prétextes pour le déclenchement de la guerre du Vietnam. Plus tard, le 5 janvier 2003, Colin Powell, la base d'un mensonge à l'ONU, déclenche la guerre en Irak. Ces mensonges répétés aux yeux de l'opinion internationale entachent-elles la crédibilité de la CIA? Ces mensonges délibérés pour déclencher les guerres signifieraient-ils que les intérêts financiers du complexe militaro-industriel priment sur la paix dans le monde? Je suis pas sûr que ce soit le complexe militaro-financier. On peut toujours dériver là-dessus et je sais pas. Est-ce que ça entache l'image de la CIA? Oui, c'est certain. Elle essaie de se rattraper derrière, mais oui, c'est certain. Colin Powell, pour le coup, n'est pas exempt de tout reproche, mais il a tout fait pour éviter d'avoir des fausses informations dans son discours. Et jusqu'à la dernière minute, ça a été vu, revu, relu, des choses qui ont été enlevées. Donc, il pouvait difficilement faire plus que passer 6 jours et 6 nuits à la CIA avec une équipe de 4-5 personnes pour vérifier chaque point de renseignement. Il n'est pas à la place de la CIA, on lui met le directeur en face de lui, le directeur adjoint, tous les spécialistes, il les connaît pas par nom, donc il fait forcément confiance, et au final, on lui raconte n'importe quoi. Et on lui fait dire n'importe quoi. Et on lui fait dire à lui parce que c'est l'homme le plus populaire de cette administration, donc que ça va passer un peu plus simplement que si c'était Dick Cheney, par exemple, ou Donald Rumsfeld. Et le plus raisonnable, justement. Le moins va en guerre. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire plus? Peut-être. Est-ce qu'il a pas assez dit non, ça va pas? Peut-être. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il pouvait. Et ce qui répond à la question, c'est que c'est la CIA qui a foiré dans cette histoire. Donc oui, ça l'a entaché. Et ça a continué ensuite pendant parce qu'il y a eu d'autres épisodes. La CIA, c'est pas juste une fois. Donc oui, l'image de la CIA a été foncièrement entachée à plusieurs reprises. Elle reste extrêmement centrale et importante pour autant. C'est quand même amélioré en termes d'image de marque, mais clairement, quand on pense à la CIA, on ne peut pas ne pas penser à la torture, par exemple. Et pour ce qui est du complexe militaro-industriel, les militaires étaient vraiment pas chauds pour aller en Irak. Hein. Ils savaient que c'est très compliqué. Non, clairement. Je suis désolé, on va devoir arrêter les questions. Peut-être alors des questions qui se répondent peut-être par oui ou non. Finalement, est-ce que c'est facile ou non de faire parler des espions? Et deuxièmement, quelle est la prochaine agence qui sera traitée dans un prochain livre? Alors peut-être le Mossad, on va voir. Peut-être une suite sur la CIA. De suite, l'éditrice m'a dit on fait un tome 2. J'ai dit on va voir. Est-ce que c'est facile? Il y en a qui parlent un petit peu ouvertement, on arrive à les avoir. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est tous les autres, et notamment ceux qui sont pas cités, parce qu'il faut d'une part arriver à les retrouver leur nom, retrouver leurs coordonnées, et puis souvent quand ça fait des années que vous bossez dessus, vous en rencontrez, et puis la personne voit que vous connaissez votre sujet, le feeling passe bien, etc. Elle dit bon, tu sais,
tu m'as dit ça tout à l'heure, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te répondre, et là, elle nous met en contact avec un autre ancien de la CIA, etc. Et donc, ça fait un peu une tâche toile d'araignée comme ça, et ça permet, et c'est là en général que vous avez les gens les plus bavards. Moi, je suis reparti aux États-Unis pour travailler longuement là-dessus, faire des interviews, etc. Et quand je suis revenu, j'ai refait plein en visio. Il y en a un, j'ai passé 2 soirs à passer 3-4 heures avec lui, je n'en pouvais plus, mais c'était passionnant en même temps. Donc non, ce n'est pas facile, mais en travaillant, on y arrive, comme tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.